Ça marche. Ok, c'est good. On est live a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce J3 de la semaine des outils du recrutement où on va parler ce matin d'évaluation et de solutions d'évaluation. Si vous nous rejoignez en cours de route, on va parler donc d'évaluation sur cette troisième matinale, donc de cet événement où on a décidé de manière un peu folle de consacrer toute une semaine à vous aider à choisir vos outils de recrutement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a pu observer nous-mêmes quand on était en responsabilité, qu'on recrutait et qu'on devait choisir des outils, on a eu l'occasion d'expérimenter combien ça pouvait être un casse-tête de choisir des outils, de benchmarker, d'évaluer, de comprendre tout simplement même ce que chacun faisait. Donc voilà, on a eu envie de créer un format pour vous recruteurs, responsables d'équipe recrutement, DRH éventuellement, dirigeants pourquoi pas, pour vous aider donc à trouver chaussure à votre pied. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas une solution qui soit nécessairement la meilleure dans l'absolu, mais l'idée, c'est que vous trouviez la meilleure solution pour votre organisation, pour vos contraintes, pour votre manière de recruter. Je suis allée un peu vite. Je suis, moi, Jennifer, pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 premiers jours de cette semaine du recrutement. Je suis responsable de l'organisation des événements à l'école du recrutement. Et pour ceux qui seraient venus par bouche à oreille, par leurs collègues préférés, qui connaissent pas l'école du recrutement, c'est quoi ? C'est probablement d'ailleurs par ça que vous nous connaissez, avant tout un blog, des contenus qu'on partage également sur notre page LinkedIn et c'est peut-être là que vous nous avez découvert. Notre objectif, c'est d'essayer de donner un maximum de contenu aux recruteurs pour professionnaliser le métier, pour essayer de rendre les recruteurs les plus solides sur leur base, donc de la méthodologie, des conseils pratiques pour vous aider à devenir des recruteurs complets. C'est un parcours certifiant pour les recruteurs et désormais depuis quelques mois aussi pour les hiring managers avec un parcours dédié en ligne. Le parcours pour les recruteurs est certifiant, le parcours pour les manager opérationnel, il est un peu plus court, focus sur la partie notamment séduction et évaluation pour vous aider à aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur parce qu'un recruteur qui recrute bien et qui passe la balle à un manager qui ne sait pas forcément évaluer, on va en reparler de l'importance de l'évaluation ce matin. Vous allez voir, c'est effectivement important que tout le monde soit bien intégré sur cette chaîne de valeur. Et puis, ce sont des événements partout en France. En présentiel, on reprend bientôt et évidemment en visio comme ce format-là des outils du recrutement qui vous permet donc de matcher les outils avec votre propre process et votre propre organisation. Donc très vite, je vais passer la balle et la parole à Tania, qui sera notre animatrice ce matin, qui nous a rejoint à l'école du recrutement en janvier et qui va vous guider tout au long de cette matinée avec nos 4 et nos experts de la matinée. David Bernard pour Assess First, Nathan Pêche pour We Suggest. On aura Camille Morvan et Nadège Calverac pour Gochaba dans la partie démo, Vincent Lehenaf pour Refti, Barthélémy sur la partie questions-réponses. Voilà, on aura donc tous ces experts qui vont vous aider à mieux comprendre les enjeux de l'évaluation et qui viendront donc à partir de 10h jusqu'à midi vous présenter leurs différentes solutions pour vous aider à y voir plus clair parmi ce qui existe sur le marché. Et Tania, je te passe la parole quand tu veux. Merci Jenny. Bonjour à tous. Tania de l'école du recrutement. Moi, je suis ravie d'intervenir d'animer cette table ronde. J'ai un lien particulier avec le sujet. En fait, il y a une anecdote que je raconte tout le temps lorsque je suis en entretien. C'est qu'à 16 ans, j'ai vu le test de personnalité de mon père. Et ce test de personnalité m'a fascinée à tel point qu'à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais devenir recruteuse avec des tests. Voilà, c'était mon objectif. Je voulais devenir recruteuse avec des tests. C'était très précis pour quelqu'un qui a 16 ans. Et donc, je me suis renseignée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir recruter avec des tests. Et à cette époque, donc c'était en 2003, c'était il y a très longtemps, à cette époque, pour utiliser des tests dans le milieu du recrutement, il fallait être psychologue. Donc, je vous rassure.
Enfin, actuellement, ça a changé. Vous n'allez pas devoir faire 5 ans d'études pour utiliser les solutions qu'on va vous proposer cet après-midi, ce matin, désolé. Euh, donc, moi, j'ai dû faire mes 5 ans d'études, voilà, pour pouvoir utiliser les tests. Et à la fin de mes 5 ans d'études en psychologie, voilà, il faut aller à la psychologie, ma première expérience a été dans un département, enfin à la SNCF, dans le département de construction de tests. Donc, voilà, je collais vraiment à mon objectif. En plus, voilà, je créais des tests. Je participais à toute la R&D des tests. C'est vraiment un pôle, c'est vraiment un sujet de recherche et de développement très important, l'évaluation et l'évaluation des compétences. Et j'ai eu donc l'opportunité, après ce stage, de recruter avec des tests. Et donc, j'avais atteint mon objectif, l'objectif de Tania à 16 ans. Ensuite, j'ai fait d'autres choses. Donc ça, l'époque où j'étais recruteuse avec des tests, ça remonte déjà il y a 10 ans. Donc, j'ai un peu perdu mon expertise. Et je me suis vraiment concentrée les 10 dernières années à faire autre chose, sur vraiment d'autres thématiques. Donc, quand l'année dernière, quand j'étais recruteuse, on m'a commencé à me reparler de tests. Et ben, comme vous, je me suis dit, faut que je me remette à jour. Et donc, il faudrait que je fasse un benchmark des outils d'évaluation. Donc, j'ai créé une petite tâche Trello que j'avais mis dans le projet pour la semaine au début. Et en fait, au fil de l'activité, cette tâche Trello, elle est passée dans le projet à long terme au fur et à mesure. Et donc, quand j'ai quitté mon job en décembre, cette tâche était toujours dans le projet à long terme et je ne l'avais jamais faite. Donc, je suis ravie que cette table ronde existe parce que vraiment, ça me permet de répondre à cette tâche à long terme, de faire enfin un benchmark des outils d'évaluation. Et même si j'ai un an de retard, peut-être que vous aussi, ça fait longtemps que vous vouliez faire ça. N'hésitez pas à m'indiquer dans le chat si ça fait aussi plusieurs mois que vous repoussez cette tâche. Mais en tout cas, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir 4 outils d'évaluation, 4 outils d'évaluation très différents et qui sont français, qui vont nous présenter, qui vont répondre à mes questions. Voilà, j'ai posé des questions comme je l'aurais fait l'année dernière en tant que recruteuse, qui vont nous expliquer un peu ce qu'on fait, ce que les tests peuvent nous amener dans notre processus de recrutement. Pour la première question, je vais passer la parole à Barthélémy, parce que la première question qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'on peut évaluer, qu'est-ce qu'on peut mesurer, quelles compétences on peut mesurer grâce à un outil d'évaluation. Bonjour à tous, ravi en tout cas d'ouvrir cette table ronde sur cette question. Donc effectivement, quelles compétences peut-on évaluer grâce à un outil? Alors déjà, je pense qu'il faut partir du début. Qu'est-ce que c'est une compétence? Une compétence, c'est du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Et il faut toutes les mesurer, les évaluer. C'est un élément qui va être essentiel pour bien connaître les atouts d'un candidat, mais aussi ses points de développement. L'outil, lui, va être au service d'un processus de recrutement. Donc, il va avoir pour rôle l'aide à la détection des compétences, leur mesure, la prise de décision. Un outil doit permettre d'aider à situer la manière dont se positionne un candidat par rapport aux autres, mais également aux attentes fixées pour un poste. Donc, en gros, l'utilisation d'un outil, il va permettre d'éviter la subjectivité d'évaluation de l'humain en cadrant l'objectivité dans une méthode d'évaluation et donc de créer plus d'équité entre les candidats. Il va permettre donc de donner une vision 360 degrés du candidat. Il y a l'outil papier, il y a l'outil digital. Lui, il vient en complément d'un entretien traditionnel, d'un cas pratique effectué à l'oral. En fait, l'idée d'un outil, c'est qu'il vient s'opposer au feeling. Toutes les compétences peuvent donc être évaluées par un outil. Dans ce que j'ai pu, en tout cas, recenser, connaître par mon expérience, l'outil peut proposer des tests de type quotient émotionnel. Donc ça, c'est largement utilisé, par exemple, par ADECO. On pose la question au candidat de se positionner face à une situation stressante. Des tests de personnalité, d'aptitude, de connaissance. Évidemment, Assess First, Gochaba, que vous allez voir ici, sont d'excellents exemples sur des tests de personnalité. Des questionnaires, comme des questionnaires de psychotechnique, mesurer les aptitudes logiques, verbales d'une personne. Et l'analyse comportementale d'un candidat par visio via des outils qui peuvent exister aujourd'hui, type Visio-Talent. Donc, ces 3 points. Est-ce que mon process actuel me permet d'évaluer objectivement les compétences explicites et tacites du candidat?
doit être proportionné. Est-ce que, par exemple, c'est nécessaire de faire passer une batterie de test à un stagiaire? Ça se pose la question. Cohérent, évaluer des compétences critiques. Pour un manager d'équipe, par exemple, est-ce que je peux me passer d'un élément qui va me permettre de mieux cibler sa personnalité? Enfin, voilà, je conclurai cette réponse, c'est de dire que l'important, c'est que l'outil apporte une valeur différentielle, donc un vrai plus dans le processus, et qui puisse permettre de infirmer une décision et d'évaluer des zones complexes qui peuvent être difficiles à justement évaluer pour fournir des éléments donc, qui sont pas forcément simples à détecter à l'œil nu. Merci Barthélémy. Alors pour résumer, quelles compétences on peut mesurer grâce à un outil? Je dirais, j'en vois 4 grandes familles de compétences. La personnalité, les attitudes cognitives, la catégorie valeurs, besoins de l'individu, qu'est-ce qui le motive, et la partie compétences techniques. Alors on a perdu le support, mais ce n'est pas grave. J'appelle quand même Camille avec la question: quelle différence entre soft skills et personnalité? Bonjour, bonjour à tous et toutes. Merci Marc-Tania et merci l'école du recrutement, c'est vraiment un super événement. Alors, la différence entre soft skills et personnalité, donc pour rebondir sur ce que disait Barthélémy, il faut d'abord définir en fait ce qu'on veut dire par soft skills. Donc, les soft skills, généralement, le terme est utilisé pour parler de quelque chose qui n'est ni un diplôme ni une connaissance. Donc souvent, ce qu'on met derrière soft skills, c'est les compétences non techniques par opposition aux hard skills. Là, je parle pas d'une définition scientifique, mais de la façon dont le terme est utilisé. Aujourd'hui, on sait que 95% des recruteurs pensent que les soft skills sont clés dans la réussite en poste, mais dans 75% des cas, ils savent pas comment les mesurer et voilà. Alors, tout le monde s'accorde à dire que les soft skills sont clés. Le gros problème qu'il y a, c'est que soft skills, c'est un terme valise qui est un peu fourre-tout, qui est plutôt défini en creux par rapport à ce que ça n'est pas. Et par exemple, quand on regarde sur Google, si tu fais une recherche top soft skills, on va avoir un peu de tout. On va avoir travail en équipe, capacité à résoudre des problèmes complexes, leadership, growth mindset. Donc, on voit que dans soft skills, il y a des choses à différents niveaux. Il y a des choses qui sont différentes de la personne uniquement, d'autres qui vont dépendre de son interaction avec l'environnement, d'autres qui sont des agrégats. Donc, c'est nécessaire de définir précisément ce qu'on veut dire. Donc, pour moi, ce que je vois dans la vision du marché, c'est que soft skills, c'est utilisé, comme tu commençais à le dire, Tania, capacité cognitive, personnalité, motivation et l'adéquation avec la culture d'entreprise. Donc, les soft skills, ça englobe ça. Et donc, il faut se rendre compte que chacun des éléments ne mesure pas la même chose et n'ont pas le même impact sur la performance au travail. On ne va pas les utiliser de la même façon. Alors, bon, là, c'est plus mon avis, mais j'essaie de refléter ce qui se dit sur le marché. Hein. C'est quand on parle de potentiel, pour moi, le potentiel au travail, c'est plutôt les capacités cognitives qui sont sous-jacentes de ça. On sait que les capacités cognitives sont prédictives de la performance au travail et elles ont l'avantage d'être clairement définies par la science et d'être mesurables via des protocoles expérimentaux. Et en particulier, c'est mesurable à l'échelle parce que les capacités cognitives, on peut les mesurer avec des choses non déclaratives, des tests cognitifs non déclaratifs, donc qui sont moins biaisés que d'autres tests. Ensuite, d'un autre côté, la personnalité, c'est une mesure qui est très intéressante de nos habitudes, de nos comportements. Il existe plusieurs types de personnalités différents. Certains sont plus prédictifs que d'autres. Donc ça, je vous invite à faire attention auquel vous utilisez et pour quel usage. De manière générale, la personnalité est moins prédictive de la performance au travail que les traits cognitifs. Par contre, elle peut rester utile pour plein d'autres choses, pour informer le management sur des composantes plus subjectives comme comment gérer une personne, comment motiver la personne, comment travailler ensemble, etc. Le problème avec les tests de personnalité versus cognitifs, c'est que ce sont des tests souvent déclaratifs et donc qui souvent sont moins fiables. Encore une fois, je dis souvent parce que ce n'est pas le cas de tous les tests de personnalité. Hein. Voilà, donc si on veut détecter le potentiel en volume, il vaut mieux passer par des traits cognitifs. Et ensuite, si on veut compléter par des tests de personnalité, bien les choisir et savoir pourquoi on les utilise. Voilà, merci. Ok, merci Camille. Donc en fait, soft skills, ça équivaut un peu à tous les types de tests, sauf les tests techniques. Donc c'est un terme un peu qui englobe vraiment tous les types de tests et il vaut mieux peut-être parler de chaque composante et voir en détail ce dont on a besoin pour le poste pour lequel on a recruté. Il faut s'adapter un peu aux compétences dont on a besoin. Merci beaucoup Camille. Donc une autre question.
pour Nathan. Voilà, avec une question que j'avais. Pourquoi est-ce que je rajouterais un outil d'évaluation dans mon process de recrutement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, c'est une excellente question et donc juste pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Nathan, je suis business developer chez WeSuggest. Donc je serai amené à échanger avec vous durant la table ronde pour vous présenter WeSuggest par la suite, bien évidemment. Alors le pourquoi, moi je trouve que c'est une excellente question et en fait je pense même que c'est la question la plus importante à se poser avant d'utiliser un outil qui va impacter la manière avec laquelle on va interpréter un résultat, le moment dans lequel on va l'ajouter dans le process. Ça va finalement dépendre de vos besoins, de vos attentes. Il est d'ailleurs important de préciser qu'un outil il a pour vocation de vous aider, absolument pas de vous remplacer. Peu importe l'outil que vous allez utiliser, sa valeur, elle dépendra finalement de la cohérence globale de votre process. Alors du coup, qu'est-ce qu'un outil d'évaluation peut vous apporter? Donc, moi, je voulais répondre à cette question en 4 points. Le premier point, c'est finalement, ça va vous aider à évaluer le potentiel d'un candidat à réussir sur un poste. Et c'est quand même le plus important, vous, de votre côté en tant que recruteur et recruteuse. Comment savoir si le candidat que j'ai en face de moi va être en mesure de répondre à mes attentes? Aujourd'hui, il y a un consensus qui est établi, qui existe, qui nous permet de répondre à cette question. C'est notamment le fait que l'alliance d'outils d'évaluation dans votre process qui va être couplée à l'utilisation de la méthode de l'entretien structuré, c'est aujourd'hui la méthode la plus prédictive et la plus sûre pour pouvoir cerner le potentiel d'un candidat à réussir sur un poste. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. En utilisant cette méthode, vous assurez bien évidemment d'augmenter considérablement la fiabilité de vos process. Il est cependant important de préciser qu'il n'y a absolument aucune solution qui vous permettra de fiabiliser à 100% vos recrutements. Ça n'existe pas. C'est vraiment de l'utilisation que vous allez en faire dont va dépendre son efficacité. Le deuxième point, c'est le pourquoi. Parce que ça va vous permettre de réduire l'impact des biais cognitifs sur vos recrutements. Et c'est un élément super important. Les biais cognitifs, ils ont un impact majeur sur nos prises de décision. Et un des moyens de réduire l'impact de ces biais, ça peut notamment être d'utiliser une solution d'évaluation dans vos process. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les données qui vont vous être transmises, elles sont objectives. Elles ne vont pas refléter nécessairement votre avis, ni celui du candidat avec lequel vous allez échanger. Et elles vont notamment vous permettre de remettre en perspective des croyances, des opinions que vous pourriez avoir sur une personne. Un troisième point, c'est que ça va, par extension, vous apporter plus de diversité. Le fait d'être moins baisé et d'obtenir des éléments objectifs sur les compétences d'une personne, ça va vous apporter plus de diversité dans vos recrutements et mécaniquement de réduire du coup la discrimination à l'embauche. Et ici, si vous focalisez finalement sur ce qui importe vraiment, les compétences de la personne qui se trouve en face de vous, et c'est finalement ça le plus important. Et un dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que ça va également vous permettre de digitaliser votre expérience. Alors, digitaliser votre expérience, c'est l'assurance de déjà gagner du temps dans vos recrutements en vous concentrant sur des tâches qui apportent une vraie valeur ajoutée. Alors, les tâches de vraie valeur ajoutée, ça va être l'échange avec le candidat et pouvoir passer du temps sur l'analyse des résultats obtenus. Ça va également vous permettre de proposer une expérience candidat qui soit ludique, marquante, et sur lequel le candidat devrait normalement recevoir aussi un feedback dès qu'il a terminé sa passation. Vous permettre, vous, en tant qu'utilisateur, utilisatrice, d'être plus efficace au quotidien dans votre travail et également, alors si tout ça est bien évidemment bien respecté et bien construit, vous permettre d'avoir un impact positif sur votre marque employeur. Alors, il y avait aussi une petite question qui était en parallèle de celle-ci, c'était finalement à quel moment utiliser un outil. Voilà, donc grosso modo, pour résumer, il y a 2 grandes logiques qui existent. La première, c'est si vous êtes dans une entreprise qui a une volumétrie très importante, une de vos principales préoccupations, ça va être de gagner du temps et d'avoir un accès à l'information qui soit rapide pour pouvoir prendre votre décision. Donc souvent, on est dans une logique de présélection de candidats et on va utiliser un outil en amont du process. À l'inverse, si votre objectif final, il est plus de vous aider à confirmer ou à infirmer une décision finale, en fait, vous allez vouloir avoir un accès à des informations peut-être plus précises, plus détaillées, afin de vous aider à prendre une meilleure décision. Donc là, on est peut-être plus dans une logique de shortlistage. On va accorder plus de temps aux personnes qu'on a en face de nous. Et alors, à l'inverse, ça va peut-être nous empêcher de passer plus de temps sur de très nombreuses candidatures. Donc, dans ce cas-là, moi, je recommande plutôt d'utiliser la solution juste avant l'entretien que vous pouvez avoir avec le candidat ou tout simplement à la fin, potentiellement, ou infirmer un avis que vous pourriez avoir. Merci, Nathan. Donc, si j'essaie de reformuler, donc oui, l'ajout de tests
l'ajout d'outils d'évaluation qui sont fiables va globalement fiabiliser le process de recrutement en termes de sa capacité, la capacité du processus, de votre processus total à recruter les personnes qui vont être les plus performantes dans votre poste, en poste. Voilà. Et deuxième aspect, ça limite un peu les biais cognitifs humains et donc automatiquement, lorsqu'on évite la discrimination, bien sûr, on a plus de diversité dans son organisme. Et donc en termes de timing, parce que ça c'était une sous-question que j'avais posée, donc on peut soit les utiliser en tout début du process, soit à la fin. Voilà, les deux utilisations majeures des tests, ça va être au début du process en présélection ou à la fin pour avoir une évaluation plus complète d'un candidat auquel on aimerait faire une offre. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathan. Et justement, une autre question que j'avais, c'était pour quel type de poste et pour quel type de volume on peut utiliser ce type d'évaluation? Est-ce que quand on est petit, on peut quand même utiliser des outils d'évaluation? Me revoilà. Alors, donc, la solution d'évaluation, il faut bien comprendre que ça va être un instrument de recrutement et dont le but va être d'apporter des informations tangibles pour orienter une décision et favoriser une sélection. Donc, une évaluation, c'est un exercice qui peut prendre plusieurs formats, différentes temporalités. Ça peut se faire seul, en groupe, porter sur des composantes techniques, personnalisées. En fait, je pense qu'il est important de noter, c'est que la solution d'évaluation, elle va répondre à des enjeux de recrutement pour tout type de poste, tout volume, dès lors qu'elle va être cohérente avec le processus. Et surtout que la sélectivité ne sera ni abusive ni discriminante. Donc en fait, la clé de l'efficacité d'une solution d'évaluation, c'est qu'elle soit adaptée au poste, à la culture d'entreprise, au contexte, ou tous les autres critères ou les valeurs qui vont être importantes pour l'entreprise. La solution d'évaluation, elle va être particulièrement pertinente pour des postes qui ont à traiter un volume de candidats important par recruteur. En fait, le problème, c'est que la personne en charge des recrutements qui a un flux important de candidatures à gérer, ça va lui être très utile d'avoir des éléments tangibles sur lesquels elle va pouvoir s'appuyer et faire la sélection et prendre des décisions. Ça va lui permettre de gagner du temps. Alors, j'ai déjà entendu parler de la mise en place d'assessment center, par exemple, pour des postes à candidature volumique qui, sur une journée entière, va permettre de regrouper les candidats pour leur faire passer des cocktails d'assessment. Donc, d'aller plus vite dans cette démarche-là. Je veux juste insister sur un point. La solution d'évaluation, c'est vraiment de valoriser l'humain. Donc, ça permet aux recruteurs d'optimiser le temps passé avec un candidat pour rendre ce temps le plus qualitatif possible. Donc, toutes les tâches chronophages qui peuvent lui permettre d'apporter une information factuelle ont donc un intérêt à être réalisées par une solution. Deux éléments que je voudrais citer pour conclure. L'utilisation des méthodes d'évaluation que vous allez choisir va refléter l'image de votre société. Je donne l'exemple de Amazon avec WS. Ils cherchent l'excellence de leurs consultants sur leurs outils. Et ils font passer des évaluations extrêmement lourdes sur la maîtrise de leurs services. Ce qui peut du coup dissuader des candidats de les rejoindre ou vraiment d'être très sélectifs. Et l'écueil à éviter, attention, surtout en cette période où l'expérience candidat est vraiment la clé. Trop de tests peut tuer l'envie de faire des tests. Donc, l'expérience candidat est la clé. La motivation qu'un candidat portera sur un test, c'est vraiment de mixer l'aspect ludique, l'évaluation. Ça peut être un bon format. Merci Barthélémy. Donc oui, c'est sûr. Enfin, donc les tests en fait sont accessibles à tout le monde pour tout type de poste et tout type de volume. L'idée, lorsqu'on est dans une démarche de choisir un outil, c'est en amont de bien savoir ce qu'on veut évaluer en fait. C'est de vraiment analyser son poste et de se dire quels sont les critères du poste et quels critères je vais mesurer en entretien et sur quels critères est-ce que je veux un deuxième avis. Quel critère ce critère est tellement important que j'aimerais avoir un deuxième avis. Et bien sûr, donc ça c'est pour tous les postes et bien sûr lorsqu'il y a beaucoup de volume. Lorsque vous avez un volume important de postes pour le même métier, là, ça vaut le coup vraiment d'avoir une démarche de test et quand vous avez beaucoup de candidats aussi, ça vous permet de faire une présélection autre que sur le CV, de rajouter d'autres éléments. Et donc, pour la prochaine question, parce que justement, ça, c'est un des points qui peut être difficile lorsqu'on est face à des tests pour la première fois, c'est comment s'assurer de bien interpréter les résultats de ces tests et comment on peut se faire accompagner.
C'est une excellente question. Alors, pour répondre à ces questions, je souhaite déjà préciser que le pourquoi, même s'il l'ai dit un petit peu avant, il est intimement lié au comment. Donc, les deux, ils sont complètement interdépendants, en tout cas selon moi. Et pour répondre à ces questions, du coup, j'ai décidé d'y répondre en 4 points. Le premier, et qui vient un petit peu en amont de la question de comment s'assurer de bien les interpréter, ces résultats. Avant de se dire comment je les interprète, c'est de bien déterminer en amont les compétences clés qu'on veut évaluer. Moi, il y a un chiffre qui me choque à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui, il y a près d'un recrutement sur 3 qui échoue parce qu'on a mal défini les critères qu'on souhaitait évaluer chez un candidat en amont du process. En fait, c'est un peu comme si on se lançait dans la construction d'une maison en ayant les mauvais matériaux à utiliser, concrètement. Donc, concrètement, l'étape la plus cruciale dans un recrutement, elle est mal réalisée sur un recrutement sur 3. Et autant vous dire que ça ne sert à rien de se lancer dans un exercice d'interprétation si c'est pour, derrière, interpréter ou évaluer de mauvaises compétences. Donc, la première chose à faire, c'est bien réfléchir aux compétences clés nécessaires pour réussir sur le poste avant de lancer sa campagne de recrutement. Une fois qu'on a fait ça, moi, il y a un deuxième point que je voulais apporter, c'est le scoring. Alors, il y a de plus en plus d'outils qui proposent aujourd'hui des méthodologies d'évaluation qui vont tourner autour du scoring, et c'est le cas de nous ce matin. Et il y a une notion qui est cependant pas toujours évidente à déterminer, c'est qu'est-ce qu'un bon ou qu'est-ce qu'un mauvais score. Alors, j'ai peut-être une réponse qui va pas plaire à tout le monde, mais il n'y a pas en soi de bon ou de mauvais score. Un score, il est techniquement là pour être débattu et faire l'objet d'un échange avec le candidat que vous avez en face de vous. Un candidat, d'ailleurs, il a le droit d'être en désaccord ou être en accord avec les scores qu'il peut avoir, et c'est justement l'occasion d'en discuter. Le score, il va en fait finalement dépendre de vos attentes et des compétences que vous visez. Quel intérêt d'avoir un score très élevé si c'est sur une compétence qui peut vous intéresser finalement pour le poste? Donc, une première bonne pratique, ce serait par exemple de hiérarchiser les compétences clés par rapport au poste et par rapport à vos attentes de ce côté-là. Il y a un autre conseil qui pourrait être, par exemple, c'est un outil qui est utilisé, c'est de visualiser une loi normale. Alors, une loi normale, c'est tout simplement ça. Vous essayez de positionner votre candidat par rapport au reste de la population et pour voir où est-ce qu'il se situe par rapport aux autres. Et enfin, il convient également d'analyser les résultats obtenus d'un candidat dans sa globalité et dans sa singularité pour pouvoir gagner en précision et augmenter la prédictibilité des résultats obtenus. Un autre point, c'est l'importance de l'échange. Il est important de garder à l'esprit que l'efficacité d'une solution ne dépend que de l'utilisation qu'on en fait. L'objectif lorsqu'on utilise une solution, c'est de vous permettre d'enrichir, d'optimiser les échanges que vous allez avoir avec vos candidats. En tout cas, d'aller au-delà d'un CV, aller au-delà d'une lettre de motivation, parce que ça n'aurait pas permis d'obtenir des informations de ce type-là. Donc, le côté humain dont a parlé Barthélémy, je suis tout à fait d'accord. Et dans la majorité des solutions, vous pourrez vous appuyer sur plusieurs rapports pouvant servir de support objectif commun pour pouvoir échanger. Et ce qui est important, c'est que ce rapport, il ne va pas nécessairement en fait refléter votre avis, ni potentiellement celui du candidat. Et c'est justement ça qui est super intéressant. Comprendre à travers le rapport et à travers des arguments concrets pourquoi est-ce que le candidat est en accord ou en désaccord avec telle ou telle affirmation. Et de votre côté, ça va également vous permettre de poser des questions qui sont plus ciblées, notamment via l'utilisation de l'entretien structuré, poser des questions qui correspondent aux compétences que vous cherchez à évaluer, notamment privilégier des questions situationnelles. Et le tout dernier point, c'est de se former et de s'éduquer. Ça, c'est super important. Recruter, c'est un métier. Le recrutement, c'est une science. À l'instar de n'importe quel métier, il est indispensable de se former continuellement. Alors, pour se former, on peut faire de la veille quotidienne sur des sites internet, sur des articles, lire des études, investir dans des formations de recrutement. Bon, je parle de l'école du recrutement parce que c'est celle que je connais, mais ça peut être tout à fait le cas. Ça peut être également appliquer des bonnes pratiques déjà existantes, comme l'entretien structuré qui a déjà fait ses preuves. Et également, un point important, c'est d'avoir conscience de l'impact que les biais cognitifs peuvent avoir sur nous. Les biais cognitifs, le feeling, la fameuse intuition, et être conscient que ces éléments-là peuvent impacter nos prises de décision à la fin. Ok, merci Nathan. Alors si je dois essayer de résumer un peu ce que tu as dit, donc oui, par rapport un test en fait dans la phase d'interprétation, on peut se former, et l'idée en fait de résultat de test, c'est d'être une base d'échange aussi. Ça peut être une base d'échange très pertinente à avoir avec les candidats. De toute façon, on vous conseille souvent de revérifier un peu les scores importants en reposant des questions sur ces aspects-là, notamment si vous faites une évaluation de la personnalité.
de compléter cette évaluation avec des questions d'entretien structuré créées pour réévaluer ce critère et pour discuter avec le candidat de ses résultats au test. Donc merci Nathan. Et ensuite, une question que j'ai vue aussi dans le chat, donc je n'étais pas la seule à me le poser. C'est vrai qu'on entend souvent les candidats se plaindre des tests. Est-ce que les candidats n'aiment pas les tests? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on peut corriger ça? Et j'appelle Camille. Ouais. Désolée. Je vais me présenter tout à l'heure. En fait, moi, je suis chercheuse en sciences cognitives. J'étais prof à Harvard et j'ai cofondé Goshabai il y a 7 ans. Alors, effectivement, les candidats, les candidates n'aiment pas les tests quand les tests sont longs, ennuyeux, surtout quand les tests n'ont pas l'air fiables, qu'ils n'ont aucun retour sur eux-mêmes, qu'ils savent pas comment les tests sont utilisés. Et donc, dans ces cas-là, ils ont l'impression d'être traités de manière un peu injuste et ils ont l'impression que les tests remplacent le boulot que les RH devraient faire plus proprement, quoi. Par contre, nous et la plupart des acteurs du marché, dont ceux qui sont autour de cette table, on sait que les candidats et les candidates sont OK et même plus qu'OK, ils sont ravis d'utiliser des tests quand ils et elles comprennent pourquoi et comment on utilise ces tests. Et en particulier quand ils et elles comprennent que c'est une manière pertinente de sélectionner, qui est beaucoup plus juste, qui va aller contrecarrer les biais cognitifs. Quand les tests sont sérieux et scientifiques, alors il faut que ça soit le cas, bien sûr, et il faut aussi que ça se voit. C'est-à-dire qu'il faut que les candidats et les candidates puissent comprendre que le test est sérieux et scientifique, donc il faut que ça soit quand même un minimum expliqué et contextualisé. Ce qu'on observe aussi, c'est que c'est important pour les candidates et les candidats d'apprendre des choses sur eux-mêmes ou sur elles-mêmes et sur leur évolution professionnelle. Donc, ils donnent du temps pour faire ce test pour l'employeur, mais en échange, même s'ils ne sont pas pris pour le job, ils apprennent quand même quelque chose sur eux. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de faire un gros focus sur l'expérience utilisateur, côté candidat-candidate. Donc, d'avoir des tests qui restent quand même relativement courts. Il faut garder en tête que le temps est précieux. Et encore une fois, que les tests aient vraiment l'air sérieux. Et donc, ça, c'est important. Voir que les tests soient fun, si on met de la gamification dedans. Ça, c'est important pour la marque employeur, évidemment, mais pas seulement. C'est aussi important pour appuyer la pertinence du test et encore une fois, pour rassurer les candidats et les candidates et qu'ils comprennent que grâce au test, ils sont traités avec plus de respect qu'au feeling. Donc là, je rebondis sur tout ce qui a été dit avant. Le but d'une évaluation, c'est que l'évaluation soit la plus juste possible et on peut pas, un humain ne peut pas évaluer le potentiel cognitif, par exemple, d'un candidat. C'est pas possible. Ça, il faut que ça soit fait par des tests. Donc, j'insiste encore sur quelque chose qui a été dit. C'est les tests, c'est un outil d'aide à la décision, mais ça remplace pas l'humain. Donc, nous, ce qu'on a coutume de dire, c'est que les outils, les tests sont là pour mesurer les choses que les humains ne peuvent pas mesurer, donc notamment les capacités cognitives. Ça, c'est essentiel de le faire avec un test. Par contre, il y a plein de choses après qu'il faut évaluer en personne. Par exemple, moi, si je vais travailler avec quelqu'un, j'ai besoin de voir cette personne pour savoir si j'ai envie de travailler avec. Ça, c'est subjectif et c'est normal. Donc, le but du test, c'est d'objectiver ce qui peut être objectivé. Voilà, merci. Merci Camille. Donc oui, je valide tout ce que Camille a dit. J'ai fait une partie de mes recherches sur cette thématique, l'expérience candidat au recrutement. Et oui, ce qu'on a besoin, notamment lorsqu'on a une procédure d'évaluation telle que les tests, ça c'est surtout des explications très concrètes sur qu'est-ce que je vais passer. En amont du test, en fait, il faut bien penser à préparer votre candidat à la passation de test et à lui expliquer vraiment pourquoi on fait ce test, qu'est-ce que ça va mesurer et comment je vais utiliser les scores de ce test dans ma prise de décision. Je résumerai sur l'ajout des tests dans le process et comment veiller à garder une bonne expérience candidat. En fait, c'est des explications. Il faut être très transparent et donner beaucoup d'explications aux candidats. Et voilà. Et en fait, ils peuvent comprendre aussi l'intérêt en termes de jugement. En fait, de jugement, on a envie d'être, en tant que recruteur, d'être plus objectif. Et en fait, on a besoin d'outils pour garder cette objectivité. Merci Camille. Justement, je vais appeler maintenant David, qui va nous expliquer un peu ce que c'est, comment on peut vérifier qu'une solution d'évaluation soit valide scientifiquement, parce qu'il y en a plein sur le marché, il y en a plein qui naissent
tous les 3 mois sur le marché et comment on s'assure que notre outil soit bien valide scientifiquement. Bonjour Tania, bonjour Jennifer, bonjour tout le monde. Donc je suis David Bernard, je suis psychologue du travail, donc spécialisé dans ce qu'on appelle la psychologie quantitative, et je suis également donc le CEO et le fondateur d'Assessper. Donc comment est-ce qu'on peut s'assurer de la validité scientifique d'une solution? En fait, je dirais qu'il y a plusieurs points, j'en vois 4. Le premier, tout d'abord, c'est la qualité des modèles théoriques qu'il y a derrière une solution d'évaluation. Même si, bien évidemment, on utilise un test, c'est pour un usage, on va dire, très pragmatique. Ça peut être pour sélectionner, voire présélectionner, avoir une aide à la conduite de l'entretien, mais le modèle théorique sur lequel repose l'outil qu'on va utiliser est absolument crucial. C'est-à-dire, est-ce que le modèle repose sur, je sais pas moi, un modèle, une théorie des couleurs ou des choses comme ça. Des fois, on voit certains tests, bon, c'est pas hyper scientifique, mais on sait aujourd'hui, par exemple, que je prends l'exemple de la personnalité. En ce qui concerne la personnalité, par exemple, il y a des modèles. Il y a un modèle, le modèle des Big Five, qui est plus largement validé, qui a une très forte validité en plus, ce qu'on appelle interculturelle, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été réalisées partout dans le monde depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui ont à chaque fois, de manière cohérente, montré que ces 5 grands facteurs faisaient sens, on les retrouvait dans toutes les cultures. C'est plus pertinent, par exemple, de se baser sur un modèle comme ceci que sur un modèle qui risque d'être un peu plus fantaisiste. Le deuxième point, je dirais, c'est le format du test qu'on va utiliser. Alors là aussi, on aura le temps, on parlera aussi des tests cognitifs, mais par exemple, pour les tests de personnalité, il y a 2 grandes familles de tests. Il y a les tests qu'on appelle typologiques, c'est-à-dire qui postulent l'existence d'un certain nombre de types. Le MBTI en fait partie, par exemple. On se dit, voilà, il y a 16 types, 16 cases, entre guillemets, dans lesquelles on peut faire rentrer 7 milliards de personnes. On voit bien que, pour comprendre un petit peu, en gros, le mode de fonctionnement des gens, ça peut être intéressant, mais à partir du moment où on souhaite avoir une visibilité, une vision extrêmement précise des caractéristiques comportementales des candidats, bien les distinguer les uns des autres, ça va être beaucoup trop brouillon, on va dire. Donc, il faudra privilégier ce qu'on appelle l'approche factorielle, donc qui permet de positionner les candidats sur différents traits et à chaque fois avec une finesse d'évaluation qui est la plus importante possible. Donc, un autre point, donc il y a le modèle théorique sous-jacent, le format du test. Je dirais qu'il y a après très 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 important ce qu'on appelle les qualités psychométriques de l'outil d'évaluation. Il faut bien se dire, alors, je vais faire un parallèle un peu, voilà, mais en gros, un test, c'est un peu comme un médicament. Avant de le mettre sur le marché, si on ne veut pas faire n'importe quoi, faut le développer selon des normes bien précises et il faut le tester, le valider, c'est-à-dire qu'on va tester le test avant, afin de s'assurer qu'il mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Donc, il y a 3 caractéristiques fondamentales qu'il va falloir prendre en compte. C'est ce qu'on appelle tout d'abord la validité. La validité, c'est est-ce que mon test mesure bien ce qu'il est censé mesurer? Par exemple, je vous fais encore un parallèle pour que ce soit illustratif. Si on parle imaginez, vous voulez faire un thermomètre, la première chose à valider, c'est que le thermomètre, il mesure bien la température et il ne mesure pas, je ne sais pas moi, la vitesse du vent ou quelque chose comme ça. Le deuxième caractéristique psychométrique, c'est ce qu'on appelle la fidélité. C'est-à-dire, est-ce que le test va fournir des mesures qui sont consistantes dans le temps? Là encore, je file la métaphore, comme on dit. Si jamais je mesure la température dans une même pièce où on n'a rien changé à 2 heures, 3 heures, 4 heures d'intervalle, est-ce que je vais bien avoir la même température qui va s'afficher? Et ça, donc on peut le valider. On appelle une procédure de test-retest. C'est-à-dire, je fais passer en test à un instant T, je le fais passer à T plus 30 jours, 100 jours, 300 jours, 600 jours, et on va voir en fait si les caractéristiques évaluées évoluent fortement ou pas. Alors, bien évidemment, tout ce qui est capacité cognitive, ça varie très, 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 très peu. En gros, ça évolue jusqu'à 25 ans et après, c'est assez fixe. La personnalité évolue quand même jusqu'aux alentours d'une trentaine d'années, ce qui coïncide à peu près avec la fin des premières expériences professionnelles, on va dire. Ensuite, bien évidemment, on peut évoluer, on peut changer, mais ça va se faire à la marge. En revanche, si on s'intéresse à la mesure des motivations, là, on se rend compte que ça peut beaucoup plus varier. Donc, validité, fidélité. Le troisième élément essentiel, c'est ce qu'on appelle la sensibilité, c'est-à-dire est-ce que l'outil va nous permettre en gros de bien comprendre les distinctions, les différences entre les différentes personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toujours avec l'histoire du thermomètre, si je mesure la température à Stockholm et à Ibiza, si ça me donne la même température à chaque fois, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Voilà. Et donc, pour les tests psychométriques, c'est exactement la même chose. Tiens, on va bien s'assurer que les tests suivent bien, chaque caractéristique suit bien en fait
comment dire, une répartition qui suit la courbe de la loi normale. C'est-à-dire que si vous évaluez par exemple l'introversion-extraversion, il y a beaucoup de gens qui vont se trouver un petit peu au milieu, et plus on va vers les extrêmes, moins normalement on doit avoir de personnes. Quatrième point, enfin, qui est important, donc ça sera ce qu'on appelle l'échantillonnage, l'étalonnage des tests. Et donc ça c'est très très important, c'est-à-dire bien se poser la question de c'est quoi la population sur laquelle toutes ces études ont été réalisées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si un test il a été étalonné sur, je sais pas moi, une population, parce que ça se faisait beaucoup, fut un temps, sur une population d'étudiants en psychologie, c'est quand même assez biaisé. C'est-à-dire que population majoritairement féminine, par exemple, c'est-à-dire qu'on va avoir un biais de genre, on risque d'avoir d'autres biais aussi qui vont. Donc, bien s'assurer que la population sur laquelle on a testé l'outil, on l'a validé, est bien en cohérence par rapport à la population à laquelle on destine le test. Et si on voulait vraiment, vraiment terminer avec tous ces aspects, enfin, on va faire le tour de tous ces aspects, comment on peut s'assurer de la validité scientifique d'une solution, se dire que plus on souhaite utiliser un test dans une perspective prédictive, et plus tous ces éléments-là vont être absolument cruciaux. C'est-à-dire que si à un moment donné, je ne mesure pas des traits, je ne suis pas sûr de ce que je mesure, je ne suis pas sûr de la consistance des scores qui vont être fournis, je ne suis pas sûr de bien distinguer les individus les uns des autres, ça va être compliqué, quoi. Donc, voilà. Donc, pas hésiter à demander, par exemple, tous les éditeurs, enfin sérieux, entre guillemets, fournissent des manuels de techniques qui sont associés aux différents tests. Donc, ça permet d'avoir de la visibilité sur ces éléments-là. Merci David. Oui, et en fait, les tests, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Enfin, voilà, il y a de la recherche depuis une bonne centaine d'années sur ce développement, et donc voilà, les outils qu'on vous présente aujourd'hui sont construits vraiment, sont construits à la base se basent sur une centaine de recherches. Donc, il y a des modèles qui sont dominants plutôt que d'autres, et il y a des indices statistiques que toute la communauté, tout le monde, tous les éditeurs de tests doivent mesurer pour être en règle et avoir un bon test. Et donc, prochaine question. Pour la prochaine question, j'appelle Camille, qui justement, on en a déjà un peu parlé. Enfin voilà. Donc, un des avantages de Nathan, vous en avez parlé. Un des avantages des tests, c'est de participer au recrutement plus diversifié. Et donc, on va entendre la réponse de Camille aussi. Ouais, merci. Donc alors moi, quand j'étais chercheuse, j'ai travaillé sur la prise de décision, les biais cognitifs pendant 10 ans. Et en fait, ce qu'on peut tous voir autour de nous, c'est que la diversité, c'est l'état naturel d'une société. Donc, quand il y a un manque de diversité criant dans une entreprise, très probablement, c'est le fait qu'il y a des barrières ou des blocages. Alors, il y a plein de types de barrières et de blocages qui peuvent exister. Là, on se focalise principalement sur le recrutement. Dans le recrutement, il peut y avoir des biais de recruteurs. Par exemple, les recruteurs peuvent avoir tendance à recruter des personnes qui leur ressemblent ou des personnes qui sont passées par une école qu'ils ou elles connaissent. Ou bien ils voient un candidat, une candidate qui a l'air d'avoir confiance en elle et ils se disent si elle a confiance en elle, c'est qu'elle doit être compétente. Donc il y a plein de biais comme ça de recruteurs qui sont inconscients. Et d'un autre côté, il y a les biais des candidats et des candidates, dans le sens où certains savent se vendre, d'autres ne savent pas se vendre. Certains se surévaluent, d'autres se sous-évaluent, etc. Donc il y a plein de biais qui interviennent là. Et il y a beaucoup d'outils traditionnels de recrutement, comme le CV notamment, qui aggravent ces biais, en fait. Alors, en revanche, si on passe par des mesures objectives du potentiel, ce pourquoi on prône tous ici autour de la table, quand on passe par des mesures objectives du potentiel, on enlève le biais de l'évaluation et on se retrouve avec une sélection de personnes qui, de fait, est plus représentative de la population, donc plus diversifiée. Donc, l'outil de sélection, je dirais, sur la diversité, il agit à deux niveaux. D'une part, parce qu'il y a une mesure objective de potentiel sur laquelle les recruteurs et recruteuses vont s'appuyer, ça donne sa chance à chacun et chacune d'arriver en entretien. Donc déjà, on a plus de diversité au moment de l'entretien. L'autre avantage de l'outil qui est objectif, c'est qu'on envoie un signal positif aux candidats et aux candidates qui, du coup, vont plus facilement tenter leur chance. Donc, que ce soit des femmes sur des postes techniques, que ce soit des personnes de milieux défavorisés pour des postes très prestigieux ou ce qu'on veut. Voilà. Donc, il y a vraiment ces deux niveaux. Pour nous, ce qu'on pense, c'est que l'outil est d'autant plus efficace qu'il est positionné le plus en amont possible. Donc, pour nous, le mieux, c'est que ce soit la porte d'entrée et donc d'avoir un outil automatisé, donc avec un scoring qui est suffisamment simple à lire et à utiliser,
pour pouvoir gérer tout le volume, en fait. Et c'est là où vraiment on va avoir un énorme impact sur la diversité en bout de course. Et je voulais juste mentionner une petite chose parce que c'est une question qu'on a tous et à laquelle on répond régulièrement. C'est on nous dit oui, mais alors avec les tests, est-ce qu'il n'y a pas le risque de recruter des clones? Eh ben non, c'est exactement l'inverse. Il y a plus de risques de recruter des clones sur la base du CV à cause des biais que je citais précédemment. Là où, quand on mesure le potentiel, oui, bien sûr, on va recruter des personnes qui sont compétentes pour le poste. Mais ça, c'est ce qu'on veut. Donc, on va sélectionner les personnes sur des critères qui sont essentiels pour la réussite dans le poste, mais pas sur tout le reste, pas sur leur couleur de cheveux, sur où ils sont allés à l'école, etc. Donc, voilà, beaucoup moins de clones, évidemment, avec des mesures objectives. Ok, merci Camille, c'était très clair. Et donc, une autre question qu'on a eue dans le chat, justement, c'est peut-on vraiment détecter les candidats qui trichent? Ça aussi, c'est une des idées par rapport carrément. Oui, ça c'est vrai que c'est une question qui est cruciale. En fait, ça pose la question de ce qu'on appelle en psychologie la désirabilité sociale. Donc la désirabilité sociale, c'est la tendance qu'on va tous avoir et qui peut être consciente ou inconsciente chez un candidat, chez une candidate, à se présenter sous son meilleur jour ou en tout cas sous le jour que la personne imagine être le plus positif. C'est-à-dire, en gros, c'est le phénomène, c'est le mécanisme en jeu, c'est OK, j'essaie de comprendre quelles sont les attentes de la recruteuse ou du recruteur et à partir de ça, eh bien, tout ce que je vais faire, la manière dont je vais rédiger mon CV, la façon dont je vais me comporter en entretien, mais aussi éventuellement la manière dont je vais répondre aux différents types de tests ou questionnaires qui peuvent m'être proposés, eh bien, je vais faire en sorte de coller à ces attentes pour montrer que je suis le meilleur, la meilleure. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ça va être différent, le traitement de ce sujet-là, il va être différent en fonction des tests auxquels des tests dont on parle. Par exemple, pour les tests cognitifs, la question, elle ne se pose pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne va pas tricher. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises réponses, il y a des façons de. Voilà, il y a toute une série de facteurs qu'on va analyser. Et à un moment donné, sur la logique et que je réponds de manière pas logique, il n'y a pas de question de tricher ou pas. Alors après, on peut se poser la question de oui, mais est-ce qu'on ne peut pas s'entraîner? En fait, toutes les études qui ont été réalisées montrent que s'entraîner, ça ne fonctionne pas. Et Camille pourrait en parler aussi, au moins aussi bien que moi sur ce sujet, mais par ailleurs, on sait très bien qu'il y a un éditeur, je ne sais plus comment s'appelle cette boîte, qui propose des systèmes d'entraînement cérébraux et autres en expliquant que voilà, en jouant à ces petits jeux, vous allez développer vos capacités cognitives. En fait, non, ça ne marche pas. Régulièrement, ils sont attaqués pour publicité mensongère, ils continuent à payer les amendes, ils continuent à faire leur pub et voilà, et tout, et pour le mieux ou pour le pire, dans le meilleur des mondes, on va dire. En ce qui concerne la personnalité, c'est différent. C'est-à-dire que là, on va poser des questions, donc on peut se dire, la personne peut essayer de chanter le système. En fait, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été d'intégrer ce qu'on appelle des échelles de désirabilité sociale. Donc des échelles dans lesquelles on va poser des questions du type « je n'ai jamais menti toute ma vie, je n'ai jamais voulu de mal à qui que ce soit, je n'ai jamais colporté de bruit de couloir ». Donc des choses que, à part les personnes qui écoutent ici, tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie, ok. Et on va voir comment les personnes répondent. Et donc le présupposé, c'est de se dire, une personne qui va à un moment donné dire à chaque fois non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, elle a quand même une sérieuse tendance à vouloir projeter d'elle-même une image exagérément positive. La limite avec ces échelles, c'est que on en a de plus en plus parlé, dans les écoles de commerce et autres, les étudiants passent des tests, on les sensibilise à ça, ils sont habitués à les repérer. Donc, maintenant, on est plutôt sur un autre format, sur un autre type de système pour maîtriser la désirabilité sociale. C'est-à-dire, on va dans le format même du test, c'est-à-dire, on ne va pas poser des questions du type je vais facilement vers les autres avec une échelle pas du tout d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. Ou du type j'arrive à convaincre les autres. Imaginez, vous posez cette question-là à un commercial, bien évidemment, qui va vous dire tout à fait d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des formats, ce qu'on appelle dichotomiques, deux affirmations qui sont posées l'une par rapport à l'autre. On va demander à la personne de sélectionner celle qui lui correspond le plus. Et on va croiser tout avec tout, ce qui fait que pour introduire une cohérence dans ses propres réponses, ça devient un véritable casse-tête. C'est absolument impossible. Et d'ailleurs, si une personne arrive à le faire, c'est qu'à mon avis, elle a de très, 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 très fortes capacités cognitives. Mais on va aujourd'hui encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on est capable
maintenant d'enregistrer pas simplement les réponses que les personnes donnent aux différents items, mais on va analyser le comportement de la personne pendant qu'elle répond au questionnaire. Combien de temps elle va passer sur chacune des questions, sur quelle paire d'affirmations est-ce qu'elle va hésiter, est-ce qu'elle va tenter de revenir en arrière ou pas, de modifier ses réponses ou pas. Et à partir de là, on va pouvoir extraire, à côté de chaque score sur les traits de personnalité, ce qu'on appelle des indicateurs de spontanéité. On sera même capable de savoir dans quelle mesure la personne a cherché à orienter ses réponses et si oui, dans quel sens par rapport à quel trait. Ce qui permet éventuellement derrière de recadrer les résultats ou en tout cas d'afficher des points d'alerte qui permettent aux recruteurs, aux recruteuses de prendre peut-être un peu plus de recul par rapport aux résultats qui seraient présentés. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Merci David. Oui, donc vous avez vu, il y a plein de moyens. On ne peut pas les empêcher de tricher, mais on peut la détecter. Voilà, c'est déjà ça. Et en fait, en ayant cette information, nous-mêmes en tant que recruteurs, on peut compléter, vérifier les scores en fait en entretien. On peut vérifier et en discuter avec les candidats dont on a une petite suspicion de présentation. Et après, en fait, faut pas leur en vouloir, faut pas voir ça comme étant un comportement tellement malhonnête. C'est normal de vouloir bien se montrer sur son meilleur jour lors de l'entretien. Donc, c'est un comportement normal. Ça veut pas dire que c'est des personnes qui vont mentir tout le temps dans leur vie. Ne pas confondre. Donc voilà, il faut vraiment faire la différence et vraiment et grâce aux méthodes de détection, vous le savez et vous pouvez adapter vos questions en entretien suite à ça. Donc pour la prochaine question, je vais inviter Nathan pour nous demander maintenant qu'on est convaincu de ce type de solution, combien ça va coûter. Rebonjour tout le monde, et c'est vraiment une question importante qu'il faut se poser avant d'utiliser un outil. Alors globalement, j'ai globalement détecté, on va dire 4 modèles de pricing sur le marché des outils d'évaluation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ces 4 modèles, il y a aussi des logiques hybrides qui peuvent s'entremêler. Donc voilà, c'est aussi à prendre en considération. Donc, lorsqu'on parle de pricing, un des premiers modèles qui est le plus connu globalement, c'est l'équivalent de l'illimité. Donc, le vrai avantage de ce modèle, c'est qu'en fait, on ne va pas être amené à se poser de la question sur le nombre d'évaluations qu'on va vouloir utiliser. Les modes d'abonnement, lorsqu'on part sur l'illimité, ils peuvent varier. On peut être sur du trimestriel, sur du mensuel, sur de l'annuel, voire du bi ou du triannuel. Ça, c'est tout à fait possible. Et ce type de modèle, en fait, il va tout simplement répondre aux attentes d'entreprises qui ont soit de gros volumes en matière de recrutement, bien évidemment, ou à d'autres entreprises qui recherchent un certain confort, qui ne veulent pas s'embêter de savoir, il faut que j'utilise 50, 60 évaluations. Non, ils sont sur une logique illimitée. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, donc on va partir là-dessus. Un second module qui existe, c'est la limite par rapport au nombre d'utilisateurs. Alors, comme je le disais avant, on peut être sur des logiques hybrides, donc il peut y avoir des combinaisons, notamment avec le modèle dont je viens de parler précédemment. Mais l'idée, c'est que là, en fonction de votre organisation, ça va nécessiter d'avoir une idée bien précise du nombre d'utilisateurs qui doivent être amenés à utiliser la solution. Et si c'est le cas, c'est peut-être intéressant de partir sur ce modèle-là. Le troisième modèle, c'est la limite par rapport au nombre. Alors, nombre d'évaluations, au nombre de campagnes ou au nombre de candidats. Bon, c'est plus ou moins la même chose. Et en fait, l'idée, c'est qu'on détermine en amont le volume d'évaluation dont on a besoin et on va en fait adapter la commande en fonction. Ça peut être intéressant pour 3 cas globalement. Le premier, c'est si on a effectivement une bonne connaissance du nombre d'évaluations qu'on souhaite réaliser, par exemple sur un mois, sur une année, etc. Ça peut être si on souhaite d'abord tester la solution avant de peut-être partir sur des volumes plus importants ou justement peut-être partir sur du limité par la suite. Et la dernière solution, si tout simplement on a des besoins, on va dire, en termes volumiques assez faibles, ou si on a simplement des besoins qui sont très ponctuels. Donc là, ça peut aussi être intéressant de partir sur cette logique-là. Et le dernier modèle, il va davantage être basé sur des fonctionnalités ou des services premium. Donc, il y a certaines solutions qui proposent des services ou des fonctionnalités qui sont payantes pour pouvoir y accéder. Donc là aussi, ça va vraiment dépendre de vos besoins et de vos attentes en termes de fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. Donc, il y a vraiment chaque modèle qui peut s'adapter à tout type d'utilisation. En fait, pour moi, il y a globalement 4 questions qu'il faut se poser pour savoir quel modèle de pricing va vous convenir le mieux. La première, c'est quand est-ce que vous souhaitez utiliser cette solution ?
Est-ce que c'est en amont ou est-ce que c'est en aval de votre process? Présélection, shortlistage, on en a déjà beaucoup parlé. La deuxième question, c'est combien de recrutements est-ce que vous faites sur une année? Et notamment, est-ce qu'il y a une logique de saisonnalité? S'il y a une logique de saisonnalité, vous pouvez dire, moi, je vais le prendre pour 2-3 mois de manière illimitée parce que je fais mes recrutements en mai, juin, juillet, enfin avril, mai, juin pour l'été, par exemple. Ensuite, la troisième question, c'est combien de besoin d'accéder à la solution. Et la dernière question, c'est de quelle fonctionnalité de la solution est-ce que vous allez avoir besoin? Est-ce que vous avez besoin d'une fonctionnalité premium ou pas pour utiliser la solution? Voilà. Merci Nathan, c'était très complet. Donc, je passe tout de suite à Barthélémy, parce qu'on est un peu, on est dans le timing, mais voilà, j'aimerais que tout le monde ait le temps de parler. Et donc, Barthélémy, je te posais la question, la prise de ref, comme un outil d'évaluation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la prise de ref, déjà, c'est un outil, on peut le considérer comme étant un outil d'évaluation, et quelle est sa plus-value? Parfait. Donc, je vois dans le timer qu'il me reste 4 minutes et 39 secondes. C'est parti. Je vais tenir le timing. Un peu moins. Il y a une autre question encore. Ah, il y en a plus. Ok. Je vais aller vite. Il y a David après. Je vais être synthétique. C'est bon. Mais le processus de recrutement, en tout cas, nous, chez Refty, on considère que c'est un exercice qui est biaisé par nature parce qu'il va traiter une relation d'humain-humain, le recruteur, le candidat. En plus, on a parlé tout à l'heure, mais la relation, elle est déséquilibrée. Le candidat, il va être motivé pour décrocher le poste. Il va chercher à montrer le meilleur aspect de lui-même. Donc, se baser sur les avis des personnes qui ont déjà vu le candidat en situation de travail, pour nous, on considère que ça va s'avérer être un élément pertinent qui va renforcer l'objectivité de l'évaluation de la personnalité du candidat. Donc, en fait, il va venir en complément des entretiens ou des tests de personnalité. Il va permettre de mieux identifier si la personnalité d'un candidat correspond aux attentes pour un poste. Donc, ça, c'est pour la prise de référence. Voilà en quoi c'est intéressant. La prise de référence, aujourd'hui, dans 90% des cas, elle est effectuée au téléphone. Donc, ça va dépendre de l'expertise de la personne qui va l'effectuer. Est-ce qu'elle va savoir poser les bonnes questions? Est-ce qu'elle va challenger suffisamment le référent? La qualité des réponses, elle va dépendre aussi de l'implication de l'interlocuteur qui répondra aux questions. Est-ce qu'une personne bavarde, elle va donner énormément d'infos sur un candidat? Si l'exercice, il va ressembler plus à être un interrogatoire si le référent est plus réservé. Donc, la méthode de collecte d'informations n'est pas fiable. L'incertitude sur la manière dont l'exercice va être mené va forcément conduire à une qualité des réponses qui va être variable et difficilement comparable entre les candidats. Donc, pourquoi un outil sur la prise de référence? Parce qu'un outil, ça va permettre de s'assurer que la donnée va être systématiquement normalisée, standardisée pour mieux être comparée. Sachant que Google fonctionne uniquement comme ça, en envoyant des questions sous type de Typeform aux différents candidats pour qu'ils puissent comparer les réponses entre elles. Sachant donc qu'une prise de référence en plus nécessite en moyenne une dizaine d'actions, on demande les références au candidat, le candidat répond, on contacte les références, etc. La démarche pour un recruteur, elle est souvent pénible, fastidieuse à réaliser. Et donc, l'utilisation d'un outil va permettre d'éviter tous ces va-et-vient, d'économiser, nous c'est ce qu'on a calculé chez Refty, en moyenne 2 heures de temps par candidat et de réduire la probabilité de faire une erreur de recrutement. Et en prime, les informations récoltées auprès des anciens managers vont faciliter l'intégration de la nouvelle recrue au sein de l'équipe. À vous les studios. Merci Barthélémy pour cette concision. Et oui, en fait, la prise de ref, elle peut être structurée. C'est une prise de ref structurée que vous proposez. Et donc, on peut donc calculer des métriques. David, pour finir, sur cette table ronde, quel est le futur des méthodes d'assessment selon toi? Le futur en 1 minute 47, en gros, clairement, on s'oriente vers plus de gamification, faire en sorte de favoriser l'appropriation justement du test et par les candidats. On observe qu'on va de plus en plus vers la prise en compte conjointe, pas seulement justement de la personnalité ou les capacités cognitives ou ceci ou cela, mais vraiment chercher à comprendre la globalité en fait de ce qui fait le mode de fonctionnement d'une personne, c'est-à-dire bien évidemment ses capacités cognitives, ce que je peux faire, mais aussi ses motivations, ce que je veux faire, et la personnalité, c'est comment je me comporte très concrètement. Ensuite, je pense qu'il y a aussi la prise en compte des interactions qu'il peut y avoir avec l'environnement. C'est-à-dire quand on recrute une personne, c'est pas seulement une personne par rapport à un job, mais c'est également une personne par rapport à une équipe existante, voire son ou sa future manager, par rapport à ce qui fonde la spécificité culturelle de l'entreprise. Donc, la notion d'affinité peut être importante. Et puis, si on essaye d'aller encore plus loin, on se rend compte qu'il y a pas mal de travaux qui sont faits, par exemple, sur
Alors, on en est aux prémices, hein, mais sur les entretiens vidéo, par exemple, pour recueillir avec un système d'analyse automatique, par exemple, ça peut être de la prosodie de la personne, des mots qu'elle va employer ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas remplacer l'évaluation des capacités cognitives ou de la personnalité d'un individu par ce type d'outils. Ça ne fonctionne pas. Il y a énormément de biais qui existent encore, mais c'est une piste à explorer. Et enfin, la prise en compte de ce qu'on appelle la digital footprint des candidats, c'est-à-dire typiquement toutes les traces qu'on laisse sur Internet. Ça peut être les playlists qu'on a sur Spotify, ça peut être les commentaires qu'on va laisser dans des discussions, des fils de discussion, ça peut être les likes qu'on va poser, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn ou autre. Ça peut être également les interactions qu'on a sur Twitter, notre réseau sur Twitter ou autre. Tout ça, en fait, on se rend compte que ça peut, au final, ça dit quelque chose de l'individu. Alors certes, c'est peut-être le moi social, c'est peut-être celui que je veux projeter au monde, mais en tout cas, encore une fois, ce sont des pistes qui sont explorées de plus en plus. Donc passer d'une évaluation qu'on appelle active à une évaluation plus positive. Ça peut sonner un peu Black Mirror, mais c'est aussi des options qui sont étudiées en ce moment. Ok, parfait, David. Merci. Si tu veux rajouter, t'as encore 1 minute. Hein. Si tu veux... Non, c'est bon. Je pense que c'est bon. voilà. Ok. Je vais commenter tes propositions. La dernière me fait un peu peur, je t'avoue, en termes de protection des données, de séparation vie privée et vie professionnelle. Voilà, j'ai pas forcément envie que, mon comportement dans ma vie privée n'influence les décisions de recrutement dans ma vie professionnelle. Et sur la gamification, je vois aussi de plus en plus la prise en compte des comportements, de mettre un peu des personnes en situation réelle en ARVR ou des choses comme ça qui commencent aussi à se faire, étudier les comportements des individus en action. Ça, c'est aussi une piste. En fait, c'est des sortes de gros échantillons de travail couplés avec des mesures de comportement et de la personnalité. Ça, c'est un des avenirs possibles aussi de l'évaluation. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour cette table ronde. Alors, je vous propose, alors j'ai plusieurs informations à vous donner à tous. Donc là, on va passer aux sessions, aux démos. Donc, on va commencer la démo avec David d'Assess First. Ensuite, on aura Nathan de WeSuggest, Camille de Kochaba après, et à la fin Refti avec Vincent. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Comme les autres jours, comme lundi et mardi, on fait gagner une place pour ceux qui restent toute la matinée. On fera gagner en fin de matinée une place pour la non-conférence du recrutement qui se déroulera le 8 septembre. C'est bien ça, Jenny? C'est tout à fait ça. Merci, Tania. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. Il y aura une place à gagner comme les autres jours. Et là, donc, ce qui va se passer, vous allez avoir un petit onglet où on va vous proposer de joindre une autre session. Vous allez toujours rester là, mais en fait, il faut cliquer sur cet onglet pour avoir accès aux démos au fur et à mesure. Voilà. Si vous êtes perdu, vous restez dans le live et on reprend dans 3 minutes à peine avec David qui va nous présenter Assess First. Vous avez le temps de vous refaire couler un verre d'eau ou un petit café. À tout de suite. À tout de suite.